Comment sauver la République démocratique du Congo, ce géant africain aux pieds d'argile qui souffre depuis une dizaine d'années de sa partie orientale? Depuis la chute de l'ancien président Mobutu Sese Seko en 1998, le Congo va mal et même très mal. Le pays est plongé dans une instabilité chronique en raison d'un processus démocratique décrié et de nombreux groupes armés qui règnent dans l'est du territoire congolais. Et le plus visible de ces groupes est bien sûr le M23, une création de soldats de l'armée gouvernementale qui ont fait défection en avril dernier et qui se sont emparés mardi dernier de la ville de Goma, au nez et à la barbe des casques bleus des Nations Unies. Une nouvelle humiliation pour l'armée congolaise, pour la communauté internationale et surtout pour de nombreux Congolais qui se demandent ce que fait concrètement l'État pour défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Bref, la situation en République démocratique du Congo est très préoccupante. Et l'on se demande que faire pour sauver ce grand malade. En ligne avec moi pour tenter de répondre à cette interrogation, M. Moïla Tchembe, professeur spécialiste de géopolitique, directeur du Centre des géopolitiques de l'Université de Nancy. M. Alain Didier Olenga, chef du département des droits internationaux à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC. Nous aurons également, et nous l'espérons bien, la participation de M. Thierry Vircoulon, directeur du projet Afrique centrale pour l'ONG International Crisis Group. Et nous aurons un extrait de l'interview que l'homme politique congolais, Vital Kamerhe, a bien voulu nous accorder. Chers invités, bonjour et merci d'être en ligne avec nous pour ce débat qui sera donc consacré à la situation en République démocratique du Congo. Georges Ibrahim Tunkara à ce micro, bienvenue, bonjour. On commence avec vous, professeur Alain Didier Olenga, vous qui êtes près du Congo. Quelle réaction au dernier développement de la situation en République démocratique du Congo, après donc la prise de Goma par les rebelles du M23? Qui arrive dans ce grand pays voisin du mien, le Cameroun, n'est pas totalement surprenant. Vous avez dit tout à l'heure que depuis la chute du président Mobutu en 1998, le Congo va mal. Je pense qu'il faut être lucide et dire que bien avant la chute du président Mobutu, bien plus tôt, peut-être depuis la naissance de ce grand pays, les choses ne vont pas bien. Et que le géant au pied d'argile n'a pas commencé aujourd'hui et que les pieds d'argile ont été constitués depuis le début. Et je pense que ce qui se passe en RDC pose, au-delà de la question des groupes armés, le problème fondamental de l'État dans cette partie de notre continent, la manière dont il a été constitué, la manière dont il a été conduit, le destin que l'on voudrait lui donner, à lui et surtout à ses composantes humaines et bien entendu toute la géopolitique et la géoéconomie qui est au cœur de ce vaste pays qu'est la RDC. Donc, une réaction de tristesse, mais une réaction de lucidité. Réaction de tristesse, mais de lucidité de la part du professeur Alain Didier Olenga. Professeur Moïla Tchembe, votre réaction à la chute de Goma et à l'avancée des rebelles vers d'autres localités du Congo? Ce qui arrive aujourd'hui n'est rien d'autre que la conséquence de la vision de ce qui a été, depuis la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila, aidé en cela par le Rwanda et l'Ouganda avec la bénédiction des États-Unis, ça n'a été que la mise en œuvre d'une certaine vision ou d'une certaine politique régionale à partir de Kigali. Je m'explique. Lorsque, au lendemain du génocide rwandais, les Nations Unies font pression sur le Zaïre de Mobutu lui demandant d'accueillir les réfugiés, on est là dans le droit international humanitaire. Voilà un grand pays voisin d'un petit pays malheureux avec des milliers de morts. On pensait naturellement que à partir du moment où cette situation arrivait, il fallait que le Zaïre accueille les réfugiés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À peine que ces réfugiés étaient installés au Congo, l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame avec les siens sur le front, bien sûr, de ce génocide et ces milliers de morts, Kagame a eu l'idée de ce qu'on appelle la guerre préventive. Il est parti du postulat que
Si les rebelles restaient au Congo avec tout ce qu'ils avaient de hommes armés, de Interamwe et bien d'autres soldats de l'armée rwandaise, Mobutu leur donnerait les moyens et dans quelques jours, sinon quelques mois, ils viendraient prendre le pouvoir à Kigali. Donc à partir de là, Kagame a pensé réellement cette stratégie d'aller faire la guerre au Congo, d'abord taper dans les camps de réfugiés, d'une part récupérer une partie des populations qu'on pouvait récupérer et qui rentrerait au Rwanda, d'autre part tuer ce qu'on peut tuer au Congo et les pourchasser partout, jusqu'à ce que on rencontre les hommes de Mobutu, les soldats, et dans cette hypothèse, le Rwanda négocierait une certaine paix avec Mobutu. Or, malheureusement pour Mobutu, heureusement pour Kagame, l'expédition qui est menée ne rencontre pas une opposition de l'armée de Mobutu, et ce qui conduit maintenant cette, comment dirais-je, ce travail militaire jusqu'à Kinshasa. Et depuis, Kagame, avec ses alliés américains, ont considéré qu'il était venu le moment de mettre sur pied ce qu'on appelle la stratégie de vassalisation de la République démocratique du Congo. Alors, donc, pour vous, il n'y a pas de doute, professeur Moïla Kembe, que c'est le Rwanda qui fait la guerre au Congo? Exactement, nous sommes dans le même schéma de vassalisation de la République démocratique du Congo. Le président rwandais a considéré qu'il avait le droit d'assumer une charge du moment où il a porté sur le dos Laurent Désiré Kabila pour chasser Mobutu, qu'il avait une sorte de droit de regard, droit de regard sur le Congo et que rien ne pouvait se faire dans ce pays sans son consentement. Monsieur Thierry Vircoulon, vous êtes maintenant en ligne avec nous. Vous êtes directeur du projet Afrique centrale pour l'ONG International Crisis Group et merci de nous rejoindre pour ce débat consacré donc à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes d'avis avec le professeur Moïla Kembe que c'est effectivement le Rwanda qui fait la guerre au Congo en ce moment? Plusieurs rapports, notamment des Nations Unies, ont mis en évidence cette implication. Ce qui me paraît particulièrement important, c'est de trouver actuellement les voies de sortie de cette histoire. Et d'essayer évidemment de sortir de cette histoire par le haut, ça me paraît être actuellement l'urgence. Alors, nous avons perdu quelque peu la trace du professeur Alain Didier Olenga. On espère le retrouver d'un moment à l'autre. Mais on reste un instant avec vous, monsieur Thierry Vircoulon. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo ne soit pas en mesure de faire face à des mutins, même s'ils sont soutenus par le Rwanda? Comment vous pouvez l'expliquer? Est-ce qu'il n'y a pas des défaillances même côté congolais? Je crois que l'armée congolaise est extrêmement faible. Certains diraient qu'elle n'est pas une armée et par conséquent il ne faut pas se tromper. C'est pas parce qu'il y a un petit pays qui se bat contre un grand pays que le grand pays doit gagner. C'est une question de rapport de force militaire. L'armée congolaise n'a pas été réformée depuis 2006, depuis l'élection du président Kabila. Elle a perdu de manière répétitive lorsqu'elle a affronté les rebelles au Nord Kivu, et ce qui se passe maintenant n'est qu'une défaite supplémentaire, et essentiellement parce que elle n'a pas été réformée et n'est pas passée du stade de milice à celui d'armée. Professeur Moïla Kembe, je vous repose la question. Comment on peut expliquer cela? Même si le M23 bénéficie du soutien rwandais, il y a quand même des problèmes au sein des structures congolaises. Un grand pays comme le Congo qui ne se dote pas de moyens militaires suffisants pour se défendre face à des rebelles. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement du côté du Congo? L'un des facteurs de puissance qui a changé la région, au-delà de la géographie, au-delà de la population, au-delà de la ressource, qu'il s'agisse de la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse de l'Ouganda, qu'il s'agisse du Rwanda, qu'il s'agisse de l'Angola, pour ne parler que des pays du pourtour, du Zimbabwe et que sais-je encore, le seul facteur qui a changé, c'est le facteur militaire. Paul Kagame, on peut le critiquer, mais on doit lui savoir gré d'avoir constitué une armée avec le concours et des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Et c'est ce facteur militaire, d'ailleurs, qui lui a permis, dans le premier temps, de pourchasser et de mettre fin au régime de Mobutu,
atout qui lui permet à la fois d'empêcher le Congo de mettre sur pied une capacité de sécurité et de défense. Dois-je rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé porté sur le dos par le Rwanda et l'Ouganda avec leurs armées et que Kabila a tenté de mettre fin à leur présence pour pouvoir se consacrer effectivement à la mise en œuvre d'une armée nationale. Qu'est-ce qui est arrivé? À peine qu'il avait congédié ses alliés, au mois d'août 98, quelques 5-6 jours après, ils sont revenus à charge pour le chasser du pouvoir. Si Kabila a dû rester au pouvoir, c'est en faisant appel à l'intervention militaire de l'Angola et du Zimbabwe. Donc depuis, toute l'armée ou toute la structure militaire et sécuritaire de Laurent Désiré Kabila était composée de Rwandais et des Ougandais. Et depuis que ce dernier a été assassiné et que son fils l'a remplacé en 2001, il y a eu une poignée de gens qui sont partis, mais en gros, cette structure chaotique militairement et sécuritairement parlant, est toujours omniprésente, déstructurée, sans commandement réel. Tous les observateurs, tous ceux qui regardent la situation, savent que la République démocratique du Congo n'a jamais eu une capacité de défense et de sécurité capable de permettre à ce pays d'être un État au sens juridique du terme et au sens stratégique de capacité de faire et d'interdire de faire. Donc, il y a une faiblesse de l'État au Congo, c'est une réalité, c'est cela? Absolument, absolument. Ce pays a été privé d'une administration. Monsieur Thierry Vircoulon, une question que presque tous nos auditeurs se posent. Que fait concrètement l'opération des Nations Unies dans ce pays, la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans ce pays? Il y a plus de 17 000 casques bleus déployés au Congo. C'est la plus grande opération des Nations Unies dans le monde. Et au nez à la barbe des casques bleus, les rebelles ont pris Goma et avancent même en direction de d'autres villes du pays. La prise de Goma, qui était considérée comme une ligne rouge par les Nations Unies, est en fait un échec collectif. J'étais hier avec le porte-parole de la MONUSCO qui signalait que les Nations Unies étaient là uniquement pour appuyer l'armée congolaise et qu'à partir du moment où l'armée congolaise ne combattait pas, les Nations Unies n'allaient pas combattre à sa place. Maintenant que la ligne rouge qu'ils avaient tracée a été franchie. En tout cas, la logique politique voudrait que d'une part, les leaders du M23 fassent l'objet de sanctions onusiennes, c'est ce qui est en train de se passer, mais surtout que les soutiens du M23, quels qu'ils soient, fassent également l'objet de sanctions onusiennes. Les soutiens, vous faites allusion au Rwanda? Les Nations Unies, je fais allusion au Rwanda, mais je fais surtout allusion au nom des différents officiels rwandais qui sont mentionnés dans le rapport des experts indépendants des Nations Unies. Et par conséquent, la logique de ce système-là voudrait que ces personnes soient sanctionnées. Professeur Moïla Kembe, un mot sur le rôle des casques bleus des Nations Unies au Congo dans la crise dans l'est du pays? Oui, il y a aussi une difficulté à expliquer, comme vous l'indiquiez. Voilà, une force des Nations Unies la plus nombreuse qui soit, mais pourquoi cette présence n'arrive pas à mettre fin à cette tentacule de fragilité de la République démocratique du Congo? La chose est simple, mais on ne la voit pas souvent. Il y a une ambiguïté dans le mandat des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas eu le mandat de faire la guerre au Congo. Il faut regarder les choses de plus près. Les Nations Unies ont eu une mission qui a varié dans le temps. Dans les années 99, avec l'accord de Lusaka, c'était d'assurer ce qu'on appelle une force d'interposition. C'est-à-dire les Congolais, les belligérants ont signé un accord de paix. Pour mettre cet accord de paix en mouvement, il faut qu'il y ait une force neuve. Voilà la mission d'interposition, 99. Alors, lorsque la MONUC a été créée, elle a assumé cette charge. Par la suite, avec les événements, notamment du nord de la République démocratique du Congo, de l'Ituri, et comme cette force n'avait pas la capacité d'elle-même de se déployer, il y a eu la force européenne qui a joué le rôle dans ce coin du pays pour la pacification. Après le retrait de la force européenne, le mandat de la MONUSCO a été élargi à la défense des populations civiles, à la protection des populations civiles. Et dernièrement, avec le renouvellement du mandat, on a ajouté la stabilisation, c'est-à-dire le soutien au gouvernement congolais dans des tâches de consolidation de la paix. Mais prioritairement,
Les Congolais ont refusé que leur pays soit sous le mandat des Nations Unies, ça il faut le rappeler, au nom de la souveraineté. Et il est déclaré dans ces clauses que la responsabilité de la sécurité et de la défense nationale reste sur le compte de la République démocratique du Congo en tant qu'État souverain, mais les Nations Unies participent au concours de cette force pour l'aider dans des missions, notamment la mission de protection des populations. Alors, ce qui fait que si l'armée congolaise ne se bat pas, si elle se bat, elle peut bénéficier du soutien de la MONUSCO selon le texte. Alors, vous conviendrez bien que tout ça, c'est un peu de l'alchimie des juristes, etc. Mais la population et les gens qui observent se demandent mais pourquoi il y a cette force qui ne fait rien. Mais oui, c'est vrai. La force des Nations Unies est dans cette ambiguïté. Dois-je rappeler pour terminer que si la République démocratique du Congo garde encore son unité aujourd'hui, c'est grâce aux Nations Unies. Il y a des milliers de Marocains, de Soudanais, d'Égyptiens, que sais-je encore, d'Indiens, de Pakistanais. Pakistanais qui sont morts dans la sécession du Katanga, qui se sont battus armes à la main pour assurer l'intégrité du territoire congolais. Il faut le rappeler parce que quand il y a des bourrasques du genre de ça qu'on assiste, la mémoire des gens est souvent courte. Tout à l'heure, on verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mettre un terme à ces crises récurrentes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais avant, on va écouter en quelques minutes la réaction de l'opposant Vital Kamerhe au dernier développement de la situation dans l'Est du pays et les solutions qu'il propose en vue de mettre un terme donc à cette crise. Vital Kamerhe, que nous avons eu juste avant d'entrer en studio. Ce qui est arrivé était prévisible puisque nous avions d'abord opposé une fin de non-recevoir aux accords que Kabila devait signer avec le Rwanda et avec le CNDP. Et par la suite, nous avons dit que nous devrions nous donner de façon sérieuse à la mise en place d'une armée républicaine. Sans armée, avec autant de ressources, le Congo va être en proie de toutes les convoitises et des guerres de tous ordres. Secondo, nous ne pouvons pas non plus ignorer la donne interne. S'il y a quelqu'un qui est à la tête de l'État et qui croit que le pays lui appartient, mais ça laisse des dégâts collatéraux. Il y a les dossiers Tchebeya qu'on a balayés du revers de la main. Nous avons la Cour constitutionnelle qu'on n'a toujours pas installée jusqu'à ce jour. Ce qu'il faut faire maintenant, deux choses. La première, très rapidement, le gouvernement doit démissionner d'abord. Parce que quand un gouvernement a échoué de défendre la patrie alors que c'est ça son serment constitutionnel, ce gouvernement tombe. La deuxième chose, les mesures doivent être prises pour la décrispation interne. Troisième chose, c'est du côté de la pacification. Nous avions en date du 5 octobre 2012, c'est-à-dire cette année, proposé un plan de sortie de crise avec plusieurs volets, politiques, diplomatiques, économiques, parce que nous savons que les minéraux sont au centre aussi des convoitises et il faut la traçabilité. Nous avons parlé du volet de la coopération régionale. Nous avons 9 voisins. Et il y a le reste du monde. Avec autant de ressources, on ne nous laissera jamais tranquille. Il faut imaginer une forme de coopération gagnant-gagnant qui puisse mettre tout le monde à l'aise. Au lieu d'entrer par effraction, les gens vont comprendre que la porte est ouverte, mais que les Congolais y trouvent leur compte. Il y a les volets humanitaires. On ne peut pas résoudre le problème du Congo avec 2 220 000 déplacés, 8 millions de morts, sans un véritable plan Marshall humanitaire. Il faut que nous prenions la vraie décision de construire l'État. L'État est en déliquescence, en commençant par l'armée qui est sur l'épine dorsale. Mais pour le moment, puisqu'il faut parler au plus pressé, on n'a pas de choix. Il faut engager un dialogue inclusif sur le plan national avec ceux qui ont pris Goma, avec l'opposition politique, avec la société civile, avec les églises. Ça se passe chez nous. Il faut être intelligent. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Moi, je n'ai jamais vu un pays où le Conseil de sécurité, la MONUSCO ou les Nations Unies sont venus se battre à la place de l'armée régulière. Voilà, la réaction de l'opposant congolais Vital Kamerhe au dernier développement de la situation dans l'Est du Congo. Une réaction, monsieur Thierry Vercoulon. Vital Kamerhe parle d'un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes à la crise dans l'Est du Congo. Vous êtes de cet avis ? Je crois que il va être très difficile d'éviter ça, en effet, dans la situation actuelle.
mais il ne faut pas se rappeler qu'il y a déjà eu des séances de dialogue, en quelque sorte, dans le passé, suite à des crises similaires. Je pense notamment à 2008 et à la conférence de Goma qui a eu lieu après la crise de 2008 et qui rassemblait aussi beaucoup de parties prenantes des Kivu, etc. Le problème n'est pas simplement d'organiser un dialogue politique inclusif. Le problème n'est pas non plus seulement de signer un accord de paix à l'issue de ce dialogue. Le problème, c'est de respecter les accords qui ont été signés. Ce qui nous paraît extrêmement important à l'heure actuelle, c'est surtout qu'il y ait un cessez-le-feu qui soit négocié le plus rapidement possible pour protéger la ville de Goma et sa population. Également que les leaders du M23, mais aussi leur soutien, fassent l'objet de sanctions onusiennes. Il nous paraîtrait aussi extrêmement important que la Cour pénale internationale s'intéresse aux agissements des différents groupes armés impliqués dans cette crise, parce que c'est une crise qui a commencé il y a 5 mois, n'a pas commencé il y a 5 jours, et pendant ces 5 mois, il s'est passé un certain nombre d'exactions dans les zones rurales contrôlées par les groupes armés, que ce soit des recrutements d'enfants soldats ou des meurtres. Professeur Moïla Tchembe, Vital Kamerhe parlait dans l'extrait que nous avons tout à l'heure écouté, il parlait de coopération gagnant-gagnant avec les voisins du Congo pour que le Congo retrouve définitivement la paix. Une réaction à cela d'abord? Non, moi je pense personnellement que la négociation qui est demandée, le partage de ressources, souvenez-vous du discours de Sarkozy, la question n'est pas de savoir si dans la région les ressources des États peuvent être exploitées soit d'une manière commune ou par la coopération, CPGL, autres organisations. Non, ce qui est en cause ici, et même si il y a négociation à avoir, c'est qui est-ce qui a qualité pour négocier. Alors, s'il y a discussion, la discussion ne peut aboutir que si elle part de considération du Congo avec le Rwanda, ce qui est la réalité. On ne peut pas discuter avec les Segongoto. Monsieur Virkoulon vient de montrer tout à l'heure qu'il y a eu déjà des négociations à l'époque de CNDP de Nkunda. Nkunda a voulu venir prendre le pouvoir à Kinshasa. Et lorsque Kabila s'est arrangé avec Kagame, Nkunda a été exfiltré et il se trouve depuis au Rwanda. Avant Nkunda Laurent, il y avait Jules Mutebutsi sur le même point de Goma. Et c'est Jules Mutebutsi se trouve au Rwanda. Kamerhe vous dit qu'il y a eu des élections, etc. C'est vrai, il y a eu des élections qui ont été mal organisées par la CENI en jetant l'opprobre et sur les gagnants et sur les perdants. Même les Nations Unies n'ont pas osé dire non, les élections se sont mal passées, faisons un dialogue entre Congolais pour décanter la situation et repartir à zéro. Personne. Mais au nom de quoi une poignée de soldats mutants instrumentalisés par le pays voisin vont proposer une négociation devant un gouvernement qui, malheureusement, son armée n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Je ne vois pas quel serait l'objet d'une telle négociation. Et tous les Congolais, pour peu qu'on puisse aller au Congo, sont totalement opposés à la moindre négociation avec qui que ce soit, notamment à partir du M23. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, professeur Moïla Tchembe? Concrètement, la seule possibilité qui reste, c'est de... Vous me direz que tout ça, ça peut paraître irréaliste, mais c'est la seule solution des Nations Unies de changer comme le président Hollande. Savez-vous que le président Hollande, quand il est allé au sommet franco-africain de Kinshasa, il est le seul dirigeant d'un État membre du Conseil de sécurité à avoir dit que le Congo est l'objet d'une agression extérieure. Alors, si on poursuit sur l'agression, les sanctions en cours, et si on change le statut, le ministre des Affaires étrangères français a parlé hier de l'urgence de changer le mandat de la MONUSCO. Alors on dit que le Rwanda, professeur Tchembe, on dit que le Rwanda est protégé par les Américains, par les États-Unis. Est-ce que tout cela ne complique pas la donne? Je pense que ça peut compliquer la donne, mais Obama doit être mis au pied du mur. Il a parlé du Congo quand il était sénateur, et il ne peut pas se taire maintenant que le Congo est menacé de balkanisation pour soutenir le Rwanda. Il doit faire lui aussi des choix difficiles. Pour le changement de mandat,
de la MONUSCO, on verra de quel côté sera les États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci à vous, chers invités, d'avoir été en ligne avec moi pour cette émission consacrée à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous étions avec le professeur Moïla Tchembe, professeur spécialiste des géopolitiques. Nous étions également avec monsieur Thierry Vircoulon, directeur du projet Afrique centrale pour l'ONG International Crisis Group. Malheureusement, monsieur Alain Didier Olenga, chef du département de droit international à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, nous a lâché en pleine émission. Merci donc à vous, chers invités, d'avoir été en ligne avec. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, Marie-Ange, qui fait de nouveau la une de l'actualité africaine dans la presse allemande. Après la prise de Goma par les rebelles du M23, tous les journaux ont les yeux rivés sur cette région martyre du Congo. Des souffrances que le Tagesspiegel de Berlin résume par ce titre « L'éternel retour de la guerre ». Aucune autre région en Afrique, écrit le journal, ne présente un tel potentiel de conflit et une telle confusion politique que l'Est du Congo. Les milices rivales y sont nombreuses, les crimes atroces. Depuis l'éclatement de la première guerre du Congo en 1998, 5 millions de personnes auraient trouvé la mort et le nombre de victimes augmente d'année en année car aucune solution n'est en vue. La prise de Goma, souligne plus loin le journal, accentue le risque d'une nouvelle guerre. Le mélange d'intérêts portés aux matières premières et à la sécurité fait de cette région une poudrière. Nombre d'observateurs pensent que le Rwanda, du simple fait de sa surpopulation, mais aussi parce que l'Est du Congo a été négligé, le Rwanda donc mettra tout en œuvre pour en annexer durablement les provinces. Dans ces conditions, une paix durable est difficile à imaginer sans un redécoupage territorial de la région. Pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Goma, la perle du Kivu, est de nouveau tombée aux mains de voleurs. Cette fois-ci, les voleurs s'appellent M23, appellation qui se réfère à la date de leur intégration dans l'armée congolaise, le 23 mars 2009. En mai dernier, rappelle le journal, toute la bande de voleurs a déserté parce qu'elle se sentait maltraitée. La chute de Goma, note encore le journal, a une forte portée symbolique. Qui contrôle cette ville ne contrôle pas seulement l'Est sauvage du Congo, mais influe aussi de manière décisive sur ce qui se passe dans la lointaine Kinshasa. La chute du dictateur Mobutu Sese Seko, rappelle le journal, a commencé avec la prise de Goma par l'armée rwandaise à la fin des années 90. C'était l'époque où les gigantesques camps de réfugiés apparus à Goma dans le sillage du génocide de 1994 étaient devenus une base militaire pour les génocidaires rwandais. En ce sens, la nouvelle chute de la ville peut tout à fait être perçue comme le début de la fin pour le président Joseph Kabila. Oui, et ça, Marie-Ange, c'est une opinion qui est partagée par d'autres journaux. En témoigne, Fréjus, ce titre de Die Tageszeitung, l'ère Joseph Kabila touche à sa fin. Depuis la réunification, il y a près de 10 ans, de la République démocratique du Congo, lit-on dans un éditorial de ce journal, une illusion a empêché la reconstruction de ce pays détruit par la dictature et la guerre, l'illusion de croire qu'il suffit d'avoir à Kinshasa un gouvernement reconnu pour que les 70 millions de Congolais aient partout un sentiment de démocratie et de progrès dans un pays de la taille de l'Europe de l'Ouest sans infrastructure. Il est significatif que personne ne se soit sérieusement opposé à l'entrée des rebelles dans Goma, pas même les quelques milliers de casques bleus de l'ONU. La communauté internationale, s'interroge le journal, aurait-elle compris qu'il ne vaut pas la peine de mouiller sa chemise pour un gouvernement qui ne peut ni se défendre ni mobiliser le peuple en sa faveur? Si tel était le cas, souligne le journal, ce serait à saluer. En ce sens, la prise de Goma par le M23 est une chance pour le Congo et l'Afrique tout entière. Elle ouvre la porte à une réflexion de fond sur les réformes nécessaires dans un pays dont la guérison est une condition préalable au progrès de toute l'Afrique. Le gouvernement congolais doit dialoguer avec ses ennemis. Des amis, il n'en a pratiquement plus.
La discussion, la négociation, c'est également ce que demande un quotidien suisse de langue allemande, la Neue Zürcher Zeitung. Bien que supérieurs en nombre au M23, les forces armées congolaises n'ont pas eu le dessus sur la rébellion. Une fois de plus, il apparaît que la réforme de l'armée, exigée par les donateurs et encouragée à coups de millions, est restée un tigre de papier. Kabila, écrit le journal, est un général sans armée. Il ne peut compter non plus sur la troupe de l'ONU, tant que l'ennemi ménage plus ou moins la population civile. Kabila n'a d'autre choix que de négocier avec le M23 et le Rwanda. Et puis